Le futur ou l'avenir d'une communauté ou d'un peuple, et voire d'une nation, est dans le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, l'avenir ou le futur de la RDC est dans le passé et le présent qu'on ignore. Et que la mémoire commune se construit au passé et au présent. Et que l'espoir se donne. Par ailleurs, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, avant de vous parler du choc Tshisekedi Kagame, c'est comme si l'eau froide rencontrait l'eau chaude. Ça peut provoquer du brouillard. C'est comme l'huile et le feu et qui vont se rencontrer à la Maison Blanche devant le président américain Donald Trump et aux yeux du monde entier. Le choc frontal entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Mais avant de vous parler de ce choc, nous allons d'abord, ou je vais d'abord vous faire un petit cours d'histoire-géographie, politique, économique et géopolitique et ou géostratégique sur la RDC pour les nuls. Explication. La RDC, c'est un pays d'Afrique, et notamment d'Afrique au sud du Sahara. C'est un pays d'Afrique noire, situé à cheval sous l'équateur. C'est un pays d'Afrique équatoriale et ou d'Afrique centrale. Les populations sont majoritairement des Bantous. Et les Bantous s'étendent sous l'ensemble d'Afrique centrale. Au niveau spiritualité et ou religion, ce sont des animistes chrétiens. Et c'est dans ce pays où fut lancée l'idée même de la conférence de Berlin, l'association du fleuve Congo, qui avait engendré la conférence de Berlin de 1884 à 1885. Ce fut d'abord l'association du fleuve Congo, transformée en conférence de Berlin, ou la conférence Congo, c'est-à-dire du partage de l'Afrique dans le premier ordre mondial qui a existé entre 1885 à 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis nous étions rentrés dans le deuxième ordre mondial de 1945 à la fin de la guerre froide, c'est-à-dire à la chute du mur de Berlin en 1989, où le monde était divisé entre deux blocs, Est et Ouest, américains et soviétiques. Avec l'avènement de la France-Afrique. Et n'oublions pas que les États-Unis étaient les gendarmes du monde, la France le gendarme de l'Afrique et la Grande-Bretagne les gendarmes des Indes. Et à la fin du mur de Berlin, ou la chute du mur de Berlin en décembre 1989, on est rentré jusqu'à aujourd'hui dans le troisième ordre mondial, où on a vu d'abord l'hégémonie de l'Amérique. Les années 89 à peu près 2010, où on en parlait le monde unipolaire et que les États-Unis, avec l'Occident, dominaient le monde, avec tout ce que vous avez connu. Maintenant, après, il y a le retour de la Russie qui revient au niveau stratégique, et puis la montée en puissance de la Chine. Donc nous nous dirigeons vers un quatrième ordre mondial que l'Occident collectif ne veut pas de ce sud global multipolaire. Et donc là, nous sommes dans une guerre géostratégique. Mais il ne suffit pas de faire seulement la guerre, mais il faut avoir les ressources nécessaires à cette guerre.
Donc, ce qui se passe en RDC là. Et donc, ce fut l'ancienne colonie belge. Et les présidents qui se sont succédés depuis l'indépendance de ce pays le 30 juin 1960, ce fut d'abord Kassavuvu, puis Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et aujourd'hui le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Maintenant, parlons de la superficie et d'autres données de ce pays. Pourquoi on se précipite pour signer cet accord-là? Déjà, au niveau de la superficie, la République démocratique du Congo est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique, après l'Algérie. L'Algérie doit faire 2 400 000 km². La RDC, c'est 2 345 000 km². C'est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique. La population avoisine aujourd'hui les 120 millions d'habitants, constitués autour de plus de 500 tribus. Et groupes ethniques, on en parle déjà des groupes ethniques comme on parle souvent des Swahili. Tout l'est de la RDC, c'est-à-dire depuis les provinces de l'Utiri, nord et sud, Kivu, Maniema, Tanganyika, tout ça. Et vous avez aussi des Katangais qui se trouvent au sud, depuis la frontière avec la Zambie. Vous avez les Ngala qui occupent le côté ouest, nord-ouest du pays, c'est-à-dire depuis la frontière avec la Centrafrique, tout au long du fleuve Congo, toute cette partie-là, donc ce sont les Ngala. Et n'oublions pas les Teke qui occupent le centre du pays, surtout à la frontière avec le Congo-Brazzaville, au centre du pays, à la frontière avec le Congo-Brazzaville, juste au nord de Kinshasa, la capitale. Vous avez les Congos, de l'ancien royaume Congo, qui s'étendait d'une partie de l'Angola, au nord de l'Angola, et une partie de la RDC et une partie du Congo-Brazzaville chez nous, au Congo-Brazzaville, et au sud du Gabon. Le royaume Congo-Yala, on appelle la province du Congo central, excusez-moi. Ah là là, bon, je sais pas, du Congo central. Excusez-moi, voilà. Du Congo central. Et n'oublions pas les Baluba, dont est issu le président Félix Tshisekedi. Voilà pour les groupes ethniques et tribus. J'en ai dit qu'il y en a plus de 500 tribus en RDC. Et donc, maintenant, au niveau réseau hydrographique, l'eau. Il est le premier réseau hydrographique d'Afrique. Et deuxième du monde, parce qu'il y a le fleuve Congo qui passe là, qui prend ses sources en Afrique australe, notamment du côté de la Zambie, et passe les provinces de Katanga, du Tanganyika, de Maniema, la Sopo, puis l'Équateur, et se jette, rencontre l'Ubongi, à l'Ironga du Congo-Brazzaville. Et donc se jette du côté du Congo central, à la frontière entre la RDC et l'Angola. Et donc vous avez aussi les réseaux forestiers. Nous sommes le bassin du Congo. Et la République démocratique du Congo occupe déjà 60% des réserves du bassin du Congo. Donc c'est le premier réseau forestier du continent. Donc vous avez la biodiversité faunistique et floristique énorme. Et pour les médecines de demain, des biotechnologies, des points. Donc vous savez ça. Et n'oublions pas le bois et exploiter, voilà, vous avez tout compris. Maintenant, allons voir du côté des ressources minières et ou des ressources stratégiques et ou des terres rares. Sur ce point, tapez vous-même sur Internet, c'est pas compliqué. Tapez seulement ressources minières de la RDC ou les richesses de la RDC. Tapez, allez voir les cartes. Il y a de quoi devenir fou. On se dit que ce pays est béni par Dieu, mais maudit
par la rencontre entre les Congolais ou les Africains avec les Blancs. On en parle comme ça. Ce sont les Blancs qui sont venus maudire ce pays. Donc ce pays est le pays le plus béni de la terre. Vous imaginez. Donc au premier rang mondial de tous les minéraux stratégiques indispensables aux technologies civiles, militaires et aérospatiales. C'est pour cela que avec ce nouveau ordre mondial, donc ils se battent là-bas entre Américains, Chinois, Européens, etc. pour le contraire des filières d'exploitation de ces minéraux. Et donc ce qui va se signer, qui va être signé là, qui va être signé, ce n'est pas des cadeaux de Père Noël. Hein. Donc ce sont des enjeux géopolitiques, géostratégiques pour le contrôle des minéraux de ce pays-là, qui est la vache à lait des minéraux au monde. Cela veut dire que ce pays, cette population ou cette élite ou la classe politique de ce pays et tout le monde se mettait ensemble pour protéger ce pays, il est certain que ce pays-là devenait la première puissance économique et militaire d'Afrique. Et par translation, au fur et à mesure pour le monde entier. Et donc là, c'est un pays qui a des ressources insolentes, mais qui est aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du monde, parce que le fait d'avoir rencontré les différents ordres mondiaux institués par l'Occident collectif, et donc se retrouve dans cette merde-là, où il n'y a que des morts, des morts, des morts, des morts, morts. Déjà 20 millions de morts, depuis déjà les 25 dernières années. Vous imaginez. Et donc c'est un génocide, c'est l'Holocauste, comme l'a écrit Charles Onana. L'Holocauste, il doit être aussi là, lors de la signature là, il doit être là présent, parce qu'il avait écrit un livre sur l'Holocauste en RDC, l'Holocauste des minéraux. Et donc vous allez voir, vous voyez le plan qui est en bleu là, c'est le modèle économique de l'Holocauste en RDC, et que nous allons ici vous balancer et essayer un peu d'analyser en profondeur les enjeux, c'est-à-dire les problématiques, la situation, le contexte, les enjeux et les perspectives de l'accord, entre guillemets, soi-disant, de paix. C'est pour cela que nous allons ensemble réfléchir. Alors, de ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'aujourd'hui, 4 décembre 2025, c'est le jour J à Washington District, aux États-Unis, à la Maison Blanche, le jour de la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo, les Américains et le Rwanda, pour mettre fin au plan criminel et ou génocidaire du peuple congolais. On en parle déjà de 20 millions de morts depuis ces 25 dernières années, depuis déjà 2000, dont le modèle économique des crimes contre l'humanité qu'on appelle l'Holocauste, consultez les livres de Charles Onana, et qu'on dit que c'est l'Holocauste au Congo est joint ici. Vous voyez en bleu, ce modèle-là qu'on appelle le triangle de l'Holocauste des Congolais. Hein? Vous voyez là, fait en bleu là. Vous voyez, c'est écrit, il y a d'un côté l'Europe qui fournissait les mercenaires, l'argent à Paul Kagame, et de l'autre côté les Américains qui donnaient les armes. Donc les Américains apportaient les armes et les Européens apportaient l'argent et les mercenaires. Et tout arrivait chez Paul Kagame et qu'il venait pénétrer en RDC sous prétexte de revendiquer des territoires qui s'appartenaient au Rwanda, etc. Et donc on massacrait. Depuis Laurent Désiré Kabila, non, depuis, oui, lui il n'a pas donné, ça c'est Joseph Kabila, 2000, jusqu'à Félix Tshisekedi qui dit qu'il faut mettre fin à ça. Mais comme il y a trop d'enjeux,
Ce pays est la vache à lait des minéraux et des terres rares au monde. Et donc les Occidentaux, leur modèle économique, c'est toujours la guerre. Tuer, tuer pour voler, pour piller, pour exploiter. Surtout, voilà, si vous ne vous battez pas, ils apportaient qui est la mort. Donc il avait trouvé en Paul Kagame euh, le vassal de cette opération des crimes contre l'humanité. Et c'est pour cela qu'on faisait l'éloge du Rwanda, le Rwanda pays émergent, le Rwanda pays exploitateur ou exportateur de minéraux et autres, alors qu'il n'y en a rien là-bas. Le Rwanda, c'est comme ça, c'est comme cette feuille-là. Hein? Le Rwanda occupe que ça. Tout ça, c'est la RDC. Le Rwanda prend que ça. Il devient le premier pays producteur de minéraux au monde, etc. Donc, on allait tuer les gens, vous voyez sur la carte là, il allait tuer les gens là-bas. Après avoir tué, donc on crée les bazars pour qu'on vole, on exploite ces minéraux. Et donc toutes les multinationales occidentales, on les représentants là-bas. Donc les filières vraiment de la mafia quoi. Et donc le problème de cette mafia, c'est qu'on tue les gens, on tue les gens. Vous voyez sur le plan de la carte là, ça c'est le modèle économique de l'Holocauste au Congo, qui est là en bleu là, vous voyez là. Vous voyez l'Europe, l'Amérique, et en bas même, il y a beaucoup de pays en bas qui sont alignés pour aller jouer ce jeu-là. On voit la Chine, on voit l'Israël, on voit beaucoup de pays qui étaient dans le jeu. Comme là, bon, ben, on tue des animaux, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'était comme ça. Donc ça commençait à bien faire au niveau de la conscience mondiale. Et donc là, cette affaire-là, il fallait chercher à mettre fin à ça. Et c'est ça que le président Donald Trump va décider qu'il faut arrêter ça. Et comment on est arrivé là? Et c'est ce que je vais vous expliquer là, qui va certainement choquer beaucoup de gens. Et qui va, regardez bien, les gens pour exploiter voler ces minéraux et autres là. Donc on a porté la mort, la mort, la mort. Et Kagame, c'était l'homme qui représentait la mort par procuration des Africains. Et donc on lui donnait tous les titres et autres. Maintenant là, c'est le fiasco. C'est le jour où il va perdre tout. Donc il est en colère, il a changé son ministre des Affaires étrangères. Il a fait pour mettre pression, je ne voulais pas, je ne viens pas, autre. Parce que si on signe ces accords-là, le Rwanda, il va se couler, il sera grillé. Et donc ce qui va se passer là. Mais ce n'est pas encore fini parce que c'est une bataille. Ce n'est pas encore la victoire. C'est une bataille qui ont été signée là. Donc, ce n'est pas encore gagner la guerre. Et donc, on est en train de vous expliquer ce qui va se passer. Voilà pour le décor. Alors, comment on est arrivé là? Pour expliquer ça, il faut partir depuis 1994. Ce fut la fin de la guerre froide. Les États-Unis devenaient le gendarme presque l'hyperpuissance. C'est-à-dire à peine 5 ans après la chute du mur de Berlin, les États-Unis devenaient l'hyperpuissance du monde, puisque la Russie, il y avait l'implosion de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et ces pays satellites étaient déjà dans la merde. Et puis la puissance des États-Unis avec la guerre du Golfe, avec plein de trucs comme ça. Donc on va arriver au génocide rwandais en 1994. Et c'est là que les Clintons vont mettre en place Paul Kagame. Et depuis ces années-là, c'était les démocrates américains qui contrôlaient les filières de l'Holocauste des Congolais sous prétexte d'exploitation des minéraux stratégiques. Donc les démocrates vont être vraiment très puissants là-bas. Donc pour protéger Paul Kagame, les pions, pour le contrôle. Donc on parle beaucoup des réseaux démocrates américains qui sont mêlés là-bas dedans. On parle beaucoup de multinationales, on parle de Glencore, on parle de George Soros, on parle de Pop. Tous ces mondes-là qui sont associés aux démocrates américains. Et qui, même George Bush, fils, n'a pu mettre fin à ça. Donc c'est un réseau exclusivement contrôlé par les démocrates américains qui
Les Clinton étaient là plus puissants, donc ils prenaient tout, voilà, donc la mort, l'argent, les financements des campagnes électorales, plein de choses comme ça. Ce sont des réseaux des démocrates américains qui même le jour de sa signature aujourd'hui, ils ne sont pas contents, sont pas emballés à ça. Donc c'est comme si on entendait de l'air enlever le gagne-pain, etc. Donc il y a une guerre qui se passe entre les démocrates et les républicains américains. Et qui, au moment de la signature de ça. Et donc ça retardait un peu parce qu'il y avait des résistances déjà au niveau des lobbies démocrates américains. Mais la communication fut forte, la volonté politique forte, et donc on arrive là. Donc George Bush, fils, il ne pouvait pas combattre ça. Bon, il a laissé tomber. Laisser les démocrates jouer leur rôle. Après, Obama arrive au pouvoir. Pire encore. On ne pouvait pas arrêter. Et puis arrive Donald Trump. Il va essayer un peu de stopper ça, mais il ne va pas avoir la chance parce qu'il sera battu en 2020 par Joe Biden, qui est démocrate. Donc les systèmes continuent. Et donc nous sommes là dans l'apogée de ce système-là. On s'est dit, mais pourquoi Donald Trump prend tous ces... voilà, donc il met son cœur pour... Voilà, donc il faut se questionner. Et donc, pour se questionner, nous allons analyser les problématiques, la situation, le contexte, les enjeux et les perspectives de cet accord de paix entre Félix Tshisekedi, Donald Trump et Kagame, ou plutôt entre la RDC, les Américains et les Rwandais. Explication. D'abord, les problématiques de cet accord. J'en ai sélectionné pour vous 3 problématiques. La première problématique sur toi est déjà humanitaire. Ça commence à bien faire. Il y a eu des livres, beaucoup de choses, on ne peut pas accepter ça. C'est un problème de conscience. Et donc là, ça commence à bien faire. Comment on peut exploiter les minéraux ou les ressources stratégiques d'un pays et pour aller apporter en contrepartie la mort. Donc ça commençait à bien faire. Il y avait des tensions qui sont entre le Rwanda et la RDC. Parce qu'il y a des mouvements, il y a des nationalistes là-bas. Ils disent, mais cherchons à aller voir les Russes et autres pour avoir les armes et aller attaquer les Rwandais. Les Rwandais ne pourront rien faire. Donc, les présidents qui passent, il y a des nationalistes qui voulaient vraiment qu'on arrête cette affaire-là. C'est la honte. Regarde, un petit pays, rien du tout, qui terrorise nous, le Congo depuis les nous dedans. Donc, il faut trouver les moyens pour aller occuper le Rwanda et l'attaquer. Et donc, même s'il y a des armes, alors acheter les armes, c'est les Russes, on va faire la guerre. Et donc là, bon, ben non, ça commence à bien faire. Les mouvements nationalistes montent, donc il faut temporiser, sinon ça va arriver à une guerre. Et ça, quand ça fait la guerre là, ça peut bouleverser toutes les filières d'exploitation de ces minéraux. Donc il faut stopper. La deuxième problématique qui est là, ce sont les Américains. Elle est américaine parce que honte américaine, honte démocrates et républicains. Je vous rappelle que les filières ou les circuits de contrôle de ces minéraux stratégiques et la mort des Congolais, c'est les démocrates. Donc avec Donald Trump qui est républicain, donc il vient quelque part de mettre fin à l'hégémonie ou au monopole des démocrates américains pour la mort des Congolais et tout compagnie. Donc il faut stopper. Et donc là, ça a boudé, ça a eu des blocages, il y a eu des lobbyistes qui sont venus, non, il ne faut pas signer. Donc là, il y a encore au sein même de la classe politique de la RDC, il y a des consciences réfractaires à cet accord. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Donc on veut la mort haute. Donc il passe maintenant par le fédéralisme. Donc il faut maintenant faire le fédéralisme pour la cession de ces régions-là du nord et sud Kivu et de l'Ituri, pour qu'elles deviennent au Rwanda ou à l'Ouganda, etc. Vous imaginez, les cessions est là. Donc il y a beaucoup d'enjeux là. Donc entre républicains et démocrates américains. Et donc on en parlait déjà de Elon Musk qui veut aller sur Mars. Et il avait, donc les minéraux stratégiques là, c'est là, sur un RDC. Donc il y a beaucoup de puissants lobbies aussi républicains qui rentrent là dans la mêlée et qui font pression au Rwanda et qui voilà, donc on peut pas, voilà. Donc tu es le Rwanda et tu es associé aux démocrates américains. Nous on prend maintenant la RDC, nous aussi, qui se soit associé aux républicains.
Et donc les filières pour la sortie des minéraux, donc ils vont construire deux ports, un port qui va de Katanga jusqu'au port de Lobito en Angola. Et donc il y a beaucoup de choses là. Le Rwanda risque de perdre gros. Est-ce que vous voulez perdre gros? Est-ce que vous la donc c'est comme ça, que ça c'est pas des problématiques. La troisième et la dernière problématique de de cet accord, mais qu'il faut se dire que les États-Unis voient que, bon, ben, historiquement, c'est eux qui contrôlaient les filières d'exploitation des minéraux stratégiques ou des terres rares. Vous savez, les terres rares, c'est de la merde, hein, quand on exploite pour faire sortir les produits finis. C'est polluant, ça pollue, c'est vraiment de la merde. Mais ça sort de la terre rare et qui rendent les minéraux stratégiques indispensables aux technologies civiles, militaires et aérospatiales, et les semi-conducteurs et de compagnie. Donc là, la Chine, depuis ces 15 dernières années, tente à avoir le monopole, quoi. Donc, les États-Unis se trouvent dans une situation de vulnérabilité. Regarde les enjeux géostratégiques. Et donc là, les États-Unis veulent maintenant recontrôler les filières d'exploitation dans le pays là. Parce que la Chine, depuis ces 15 dernières années, est dans une situation de monopole d'exploitation de ces terres rares, minéraux et autres. Et donc, il fallait mettre fin à ça. Et donc là, Donald Trump vient dans cette problématique-là, géostratégique, des cantons des minéraux stratégiques dont la Chine atteint déjà le monopole. Parce que d'ici 2040, si on ne laissait pas faire, la Chine devait être le maître du monde de ces minéraux stratégiques, de ces terres rares. Je vous ai fait une vidéo sur les minéraux et les terres rares. Bon, c'était pas un point de vue, et voilà, donc c'était vraiment scientifique, quoi. Je vous ai fait les systèmes cristallins, les 7 systèmes cristallins pour reconnaître les minéraux. Je vous ai fait la cristallochimie. Je vous ai fait plein de choses. Il y a eu quand même quelques-uns qui ont regardé ça. C'est vraiment c'est la géologie pure, hein. Donc que c'est ça. Et donc là, ces minéraux-là, quand vous voyez les minéraux qui sont là, le tableau périodique des minéraux, donc vous voyez que la RDC est au cœur de l'enjeu. Donc la Chine avait atteint le monopole de l'exploitation de ces minéraux stratégiques. Et donc les Américains n'ont pas question, on va pas, voilà. Donc il y a une guerre qui se passe entre la Chine et les Américains pour le contrôle des filières ou des sites comme la Paire du Lion, quoi. Et donc vous voyez déjà ça. Ça c'est pour les problématiques de cet accord. Donc les Américains veulent mettre fin au monopole de la Chine en RDC pour le contrôle ou l'exploitation ou la production ou les filières de ces minéraux stratégiques. La deuxième point que j'en parle ici, c'est la situation. Oui, les États-Unis se retrouvent en situation de faiblesse par rapport à ces minéraux. Donc, il fallait mettre fin à ça. Donc, il vient là pour... C'est comme la part du lion, quoi. Mais aujourd'hui, on ne maîtrise plus ces technologies d'exploitation des minéraux et des terres rares. Mais on va revenir. On va faire beaucoup de choses pour qu'on puisse encore... Voilà. Donc, il revient là pour chercher à répondre. Et voilà. Parce qu'il avait laissé ça à la Chine, en fait. Dans les années de George Bush fils. On laissait là, c'est sale, ça pollue, voilà. On va acheter ça directement. Voilà. Donc, il y avait une part à acheter ça. La Chine n'était pas encore puissante qu'aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, la Chine est dans une situation de puissance où on peut voir déjà que d'ici 2040, elle pourra devenir la première puissance économique et militaire du monde. Et donc, là, en partie, c'est les minerais de la RDC parce qu'on on volait là-bas. La Chine était même rentrée dans le jeu de faire comme là, mais il ne vient pas pour tuer, mais pour voler en jouant avec les cours de ces minéraux, en jouant beaucoup de choses. Donc là, on veut mettre fin à ça. Est-ce que ça va réussir? C'est tout le questionnement. Troisièmement, c'est le contexte de la signature de cet accord. Je vous rappelle qu'entre les États-Unis et la Chine, sont en guerre froide. C'est une guerre froide des minéraux stratégiques entre les États-Unis et la Chine. Vous le savez que les États-Unis souhaitent reprendre le monopole ou le contrôle de ces minéraux. Et donc là, je ne sais pas comment va se passer cette affaire-là avec la Chine en ce moment. Ici, c'est d'accord, certes, mais
Les États-Unis n'ont plus les techniques ni de pointe pour exploiter ces minéraux, des terres rares, puisqu'il avait laissé à la Chine. La Chine a acquis les monopoles. Et donc, on ne sait pas comment va se passer cette affaire-là. Mais ils signent, et c'est simplement pour la part du lion, et qu'on laisse là. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. Quant aux enjeux de cet accord, il faut se dire que j'en ai sélectionné pour vous 5 enjeux. Le premier enjeu sur 5 de cet accord, c'est question d'image. En matière de communication commerciale, c'est d'abord la question d'image d'un produit, image d'entreprise, image point pour point. Image, c'est très important au niveau de la... voilà, on en parle des associations contre les crimes contre l'humanité, associations des produits, autant on en parle. Donc, il faut, voilà. Donc là, c'est déjà l'image. Donc, les États-Unis vont dire, oui, la Chine vient voler, vient perdre, mais nous, on viendra parce qu'on ne veut pas la corruption, on veut alors on en parle beaucoup dans cet accord-là, la lutte anti-corruption. Et donc là, du côté de la Chine, ça ne les arrange pas. Et donc voilà, donc beaucoup de choses là, premier enjeu là. Donc lutter contre question d'image. Donc les États-Unis viennent là pour damer les pions à la Chine ou aux Européens. Ils disent, bon, ben, écoutez, je viens là, il faut lutter contre la corruption, la corruption, la corruption. Donc c'est dans cet accord-là. Le deuxième enjeu sur 5, c'est tout justement le contrôle des filières de ces minéraux, comme je vous ai parlé. Les États-Unis avaient perdu le monopole d'exploitation et de contrôle de ces filières des minéraux stratégiques qui venaient de la RDC. Rappelons que la première bombe atomique, l'uranium venait de la RDC, qui avait bombardé Hiroshima et Nagasaki, venait de là. Et il y avait déjà les centrifugeuses pour l'énergie nucléaire et tout ça du côté des Kamina ou Kananga ou je sais pas, tout là-bas. Donc vous imaginez. Et donc là sur le plan, l'enjeu, la deuxième enjeu, donc les États-Unis viennent là pour chercher à contrôler les filières d'exploitation de ces minéraux stratégiques indispensables aux technologies civiles, militaires et aérospatiales. Et surtout avec les projets Elon Musk et autres, il faut trouver les sources d'approvisionnement. Donc Elon Musk regarde avec attention les contrats aussi de ce pacte-là. Et donc le troisième enjeu sur 5, c'est surtout mettre fin au génocide. Oui, surtout mettre fin au modèle que vous voyez là, modèle économique du génocide en RDC. Vous voyez le modèle en bleu là. Vous voyez déjà, il y a les États-Unis, les armes, il y a l'Europe, tout ça, les mercenaires, l'argent qui est arrivé chez Kagame au Rwanda et lui, il allait en RDC pour tuer et piller les ressources et les ramener en Occident. Et donc là, c'est vers la fin de ce modèle-là, entre guillemets. Car le quatrième enjeu sur 5, c'est surtout militaire. Militaire pourquoi? Parce que pour assurer les sources d'approvisionnement en minerais et autres, donc il y a un accord, dans cet accord-là qui va être signé, il y a des enjeux militaires. Donc on parle du plan Truman. Vous les connaissez, les plans Truman? C'est le plan qui fut institué par les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui avait mis en place des bases militaires dans toute l'Europe. Et qui la France dans les années 60, on n'en voulait plus. Donc on était en conflit avec les Américains sur De Gaulle et le président Ben Johnson, etc. Bon, vous voyez ça. Donc c'est le plan Truman qui est là pour protéger la RDC, des accords militaires, formation, plein de trucs comme ça. Est-ce que, il faut se questionner. Et donc là, cet accord-là est militaire aussi du plan Truman. Donc, pensez plan Truman, pensez Seconde Guerre mondiale, et qui a permis aussi à sécuriser l'Europe de l'URSS. Et donc, vous imaginez. Et le quatrième enjeu sur 5, oui, c'est le plan militaire, oui, c'est ça. Et le cinquième et le dernier enjeu est économique. Économique, c'est le plan Marshall qui est aussi inséré. Donc, il n'y a pas que le plan Truman, mais il y a aussi le plan Marshall. Tapez plan Marshall, qui avait permis de reconstruire l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, il y a tout ça intérêt là. Donc il y a beaucoup d'accords là qui sont là et qui font que du côté de la RDC, on frôle déjà les mains. Mais quoique, est-ce que ça va marcher? C'est tous les questionnements. Parce que ces choses-là, on va signer, mais bon, est-ce que, voilà, il faut maintenant voir les garanties. Les garanties, on va en parler. Et donc, du côté du Rwanda, le Rwanda signe là déjà la fin
de ce qui est, voilà, le vol de minerais par la mort, beaucoup de choses. Donc, c'est le jour, le jeudi noir pour le Rwanda, et qui se passe là sans le savoir. Et donc, est-ce que ça va aller loin? Parce que l'administration Joe Biden, les démocrates ne sont plus là. Et bon, est-ce qu'ils vont revenir, etc. Donc, et seulement si les démocrates reviennent en 2028 ou pas, et beaucoup de choses comme ça. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui se passent là. Alors, nous allons voir, voilà, donc les perspectives, hein, les perspectives de cet accord-là. Ça sera en fonction, hein, voilà, ces perspectives, ce sont des garanties qui seront en fonction des rapports de force entre Américains eux-mêmes, c'est-à-dire entre les démocrates et les républicains, ça d'un côté, et des alternances ou des alternatives, surtout entre démocrates et républicains. Voilà, donc ça va jouer beaucoup. Si les républicains restent au pouvoir après demain, donc l'accord pourra se consolider. Et en effet, les perspectives sont problématiques au niveau des garanties. Bon, si les Joe Biden, les Donald Trump, les républicains, restent au pouvoir jusqu'en 2028 et au-delà, bon, ça peut consolider cet accord. Mais si et seulement s'il arrive des soucis à Donald Trump et où en 2028 ils ne sont pas réélus, les démocrates reviennent, il est certain que cet accord puisse être... voilà. Donc, il faut aller dans la durée. Donc, c'est pour cela qu'en signant cet accord-là, les Congolais, la classe politique congolaise et tout ça doivent mettre le paquet pour consolider déjà cet accord pour l'application de ce plan Marshall, le plan Truman qui est instauré, parce qu'il y a le plan Marshall, donc il faut qu'il constitue une puissance militaire déjà là, avec ça pour se protéger contre le Rwanda, et qui n'aura plus de marge de manœuvre. Et puis le plan économique, qui est l'accord, le plan Marshall, on nous balance que dans cet accord, on parle de 3 000 milliards, hein, 3 000 milliards de dollars qui seront investis. Donc, si bien que si on en pense que si il y a vraiment, on met fin à la corruption, il y a la corruption qui est l'anticorruption, tout ça là, le plan Truman, le plan Marshall, le plan contre la corruption, etc. Si on applique ça, il est certain que la RDC d'ici peu pourra devenir les Dubaï, ou l'Émirat arabe, ou les Singapour de l'Afrique qui se dessinent. Donc, on en suit là avec attention. Et pour nous, le Congo-Brazzaville, c'est un grand marché qui est en face de nous. Et donc, nous devons suivre ça avec attention. Mais, et c'est pour cela que je vais ici parler des perdants. Les perdants de cet accord, et pour l'instant. Les perdants, je disais, la France Afrique. La France Assou n'a pas été invitée parce que Sassou était dans le coup de balkaniser la RDC. Et avec Kagame qui est aux abois. Et donc là, la France-Afrique, Macron est aux abois. Donc la signature là, ça arrange pas les affaires du président Emmanuel Macron. Et donc voilà qu'il doit regarder ça avec attention. Mais quoi. Donc pour la France, cet accord-là, c'est perdant. Mais quoique, on ne sait pas, ils sont toujours dans le coup d'État. Mais quoique, si les Américains viennent là avec les moyens militaires, avec les renseignements, la CIA, la France ne pourra jamais faire un coup d'État en RDC. On est bien d'accord. Donc, nous, du point de vue géopolitique, le Congo-Brazzaville va bénéficier indirectement de cet accord-là. Parce que si ce pays-là se développe, nous aussi, il faudra déjà commencer à chasser sa zone et se préparer à développer bien notre pays pour que ce soit un pays où le marché est déjà là. Il y a un marché de 120 millions en face de nous, d'habitants. Mais nous sommes que 6 millions. Donc on peut créer vraiment un marché qui est là. Et donc on pense qu'il y a des perspectives de développement de cette Afrique centrale, équatoriale, avec cet accord-là, si et seulement si la classe politique de la RDC prend au sérieux déjà cet accord et qui ne vient pas que seulement pour signer les choses pour signer, mais protéger que les intérêts américains. Et on en parle déjà de fiasco parce que cet accord-là est déséquilibré. Mais c'est comme ça. Hein. Donc il y a des rapports de force. Mais déjà mettre fin au génocide, mais également la classe politique de la RDC doit assainir ses mentalités, habitudes et comportements, beaucoup de choses comme ça. Voilà. Donc ça c'est ça. Donc la France
la France-Afrique est le grand perdant de cet accord-là qui se passe là. C'est pour cela que Sassou n'a pas été invité. Et d'ailleurs, qui risque de l'emporter, Sassou Nguesso aussi. Parce que cet accord-là signé, et c'est Sassou qui est déjà en danger. Et donc, il perd le pied au Rwanda, mais également, Denis Christophe Sassou Nguesso, c'est pourquoi, pour cela, il maigrit. Christophe Sassou Nguesso maigrit parce qu'il avait déjà le plan de Paul Kagame, et pour à un moment ou l'autre, prendre le pouvoir, remplacer son papa. Mais là, c'est peine perdue. Christophe Sassou Nguesso perd pied. Parce que cet accord-là ne va pas arranger les affaires de Christophe Sassou Nguesso, ni de son papa, et encore moins de la France-Afrique. Et donc, nous sommes en train de suivre avec attention. Et peut-être que la France-Afrique va changer de paradigme, c'est-à-dire chasser Sassou Nguesso, il devient périmé, il n'y a plus de marge de manœuvre ou beaucoup de choses à jouer avec là. Donc, il faut suivre ça avec attention, les conséquences. Sassou Nguesso n'est pas là-bas, il fait la tête. Il doit être là, Tikapika, au stade de Nogué, c'est tout à la con. Et donc, il sait que les séjours sont comptés. En plus, son petit à confiance vient d'être expulsé, et donc il aura peur là. Donc, beaucoup, c'est comme si la poisse qui est en train d'emporter Sassou Nguesso et tout le monde là, ils sentent que c'est la fin. Ils sentent que c'est la fin. Et donc, nous continuons à mettre les pressions sur le régime criminel de Sassou Nguesso, et avec sa têtise déjà envers notre grand voisin, la RDC, et avec tout ça, donc nous sommes en train de suivre ça avec attention. C'est d'abord la France qui est le grand perdant. Le deuxième grand perdant, c'est l'Union européenne. Regardez bien la carte là. Regardez, c'était l'Union européenne qui, voilà, mais la Belgique, bon, c'est quand même malheureux. La Belgique, c'est ton ex-colonie et qui est exploitée par les autres, et vous êtes là en train de faire le jeu de ces... Ah non, c'est pas possible. L'Union européenne perd beaucoup de choses là. Parce que les contrôles de ces minéraux-là vont être sous la tutelle des Américains. C'est les Américains qui... Voilà. Donc, vous comprenez ça. Donc, l'Union européenne, le schéma là que vous voyez là, ils vont perdre beaucoup de choses. Quoique, on ne sait jamais. Et le troisième perdant, et entre parenthèses, ou entre guillemets, sous réserve, c'est la Chine. Parce que l'accord là, c'est contre la Chine. Et donc là, par conséquent, la Chine va être en difficulté en RDC. Mais ils ont des mesures compensatoires, je ne sais pas, ou des... Voilà. Donc la Chine, c'est d'abord un grand pays producteur de terres rares. Il a des ressources de terres rares sur son sol. Hein, parce que parmi les grands pays qui ont des ressources stratégiques, donc au top 1 mondial, c'est la Russie. Après, deuxième, au coude à coude avec le Congo, RDC. C'est au coude à coude, hein, la Russie et la, la RDC, c'est au coude à coude. Et après, il y a la Chine, il y a le Canada, etc. Voilà, vous voyez ça. Et puis autour d'Amérique du Sud, là, surtout le Pérou, le Chili et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses là. On en parle aussi du Groenland. Donc ils cherchent là à exploiter là-bas le Groenland. Il y a beaucoup là-bas aussi. On en parle aussi peut-être d'Antarctique. N'oublions pas, sur la planète Terre, il y a des minéraux stratégiques qui sont dans les profondeurs des mers. Qu'on a vu au large de la Californie et du nord du Mexique. Qu'on appelle les nodules submétalliques. Ils sont à des profondeurs de 2000 mètres de profondeur, 3000 mètres de profondeur. Mais aller exploiter ça, et c'est déjà polluer l'océan et beaucoup de choses. Donc il faut faire attention. Je vais faire une vidéo sur les nodules submétalliques. Hein? Vous avez écouté ça? Ok. Et donc voilà les perdants. Voilà l'essentiel de la géopolitique de cet accord qui, certains Congolais, s'ils ont l'esprit de savoir, des connaissances et de la transmission, ils devaient partager cette vidéo d'intérêt général pour voir ça. Mais bon, le reste, là, ce sera, si je vois la vidéo d'ailleurs, je pourrai vous partager ça. Mais retenez bien trois points essentiels. Premier point essentiel sur toi. Les Américains veulent revenir en RDC pour contrôler les filières d'exploitation des minéraux stratégiques indispensables aux technologies civiles, militaires et aérospatiales. En fait, ils veulent damer les pions à la Chine. Donc il y a une guerre commerciale là, déjà la guerre des minéraux. Parce qu'on ne peut pas tout entreprendre aujourd'hui, transition écologique, point, sans ces minéraux. Donc les États-Unis disent, ah, on s'est fait avoir, on a laissé la Chine dans les années, exploiter ça dans les années 2000, maintenant là on revient. Est-ce qu'ils vont revenir avec les... Est-ce qu'ils ont des capacités? Est-ce qu'ils ont des technologies? Donc tout va répondre à zéro. Donc on ne sait pas. Donc là où ça va venir, ça va. Peut-être ça peut aboutir aussi à fiasco, et c'est où ça peut, voilà, ça c'est le premier point.
Le deuxième point, ce sont la RDC. Ils veulent mettre fin au génocide, à l'Holocauste et d'amener le Rwanda, les pions au Rwanda. Mais là, il y a des résistances politiques pour des enjeux déjà, des conflits d'intérêts et aussi ethniques. Et donc, ethnique, ça veut dire que les gens de l'Est, qui au secteur des minéraux, ils veulent vraiment se séparer de la RDC. Il y a des mouvements indépendantistes, il y a des gens qui tirent les ficelles derrière. Et donc, vous voyez ce qui se passe. Donc, il faut en tenir compte de ces points. Deuxième point sur 3, que ce n'est pas encore terminé, cette affaire-là. Et donc, il faut se dire qu'il faut surveiller cet accord, la suite de cet accord, comme on surveille les laits sur le feu. Et on fait le troisième et le dernier point, l'enjeu géopolitique sous-régional pour nous. Ça veut dire que si cet accord-là aboutissait oui, c'est bien, mais ça sera aussi bon pour la sous-région, et surtout pour la paix de la sous-région, où les grands imposteurs comme Sassou Nguesso n'auront plus de marge de manœuvre de jouer ce jeu-là. Et donc nous, le Congo-Brazzaville, les pays périphériques de la RDC doivent accompagner le plan de paix en RDC et l'encourager, quels que soient les enjeux politiques intérieurs entre Tshisekedi et ses opposants et tous ces dont les Kabila, les Konenanga, les Moïse Katumbi, les Popoba, et voilà. Donc, mais il faut vraiment penser à cet enjeu important pour la RDC parce que la RDC, c'est le jour de la libération entre guillemets de la RDC. Parce que le modèle économique de l'Holocauste que vous voyez en bleu là, donc on veut mettre fin à ça. Il suffit quand il y a le feu, c'est l'oxygène, il suffit de couper l'oxygène, il n'y a plus de feu. Donc Paul Kagame là signe sa capitulation. Et c'est une honte pour le Rwanda qui est venu apporter la mort à ce peuple d'Afrique, le peuple bantou, en complicité avec les forces extérieures pour massacrer. Là, c'est le jour noir de la ère de Rwanda. On voit bien que, voilà, une nation vassale, une tribu vassale, les Tutsis poètes, qui voulaient régner sur les terres d'Afrique centrale pour 1000 ans. Mais là, ça arrive à la fin. Comme Hitler, qui pensait que le troisième Reich allait durer 1000 ans, mais il avait duré 13 ans. Mais quoique, le Rwanda, sa fonction au moins 25 ans, a massacré la RDC pour soi-disant développer le Rwanda. Développer un pays par les sons des voisins, ce fut indigne, inhumain, honteux. Et donc, cette affaire-là, il faut que ça se termine bien, pour que, enfin, la RDC retrouve ses lettres de noblesse et que la classe politique de la RDC doit se fédérer d'abord autour de ces projets-là. Parce qu'une nation, et autre, c'est comme une maison, chacun met sa pierre. Voilà. Si vous avez les mêmes enjeux de protéger la RDC, je ne vois pas une partie de la classe politique rentrer en conscience réfractaire contre cet accord-là. Donc il y a bien des enjeux derrière. Parce que sans vous, cette faction qui est des sécessionnistes, des hauts traîtres de la RDC qui sont institués autour du Rwanda, de l'Ouganda et autres qui venaient siphonner la RDC. Mais là, voilà, aujourd'hui, si on en parle de la RDC, s'il n'y avait pas cet accord-là, vous voulez faire quoi? Il a fait plus que ce que vous avez fait. Sous Joseph Kabila, on en tué beaucoup. Nous avions manifesté ici, à Paris. Hein. Vous voyez les manifestations de la RDC. Vous voyez beaucoup de gens là, hein, avec les gens Martin Salé, avec sa copine, sa femme blondine, et voilà, et tout compagnie. On a manifesté ici partout. Opération Mpata-Wakolo et autres. On a fait des manifestations ici pour la RDC. Nous voyons la sous-région des Mandingues globale, le vrai Bantou. Je suis Bantou de souche, de père et de mère. Moi, je ne veux pas qu'on vienne attaquer le Bantou. C'est la honte, c'est la honte de notre communauté. Donc, on doit se fédérer autour de cet accord pour l'Afrique centrale, pour les Bantous, de se battre. Parce qu'on avait apporté les Tutsis, des tribus venues d'ailleurs, pour tuer des Congolais, tuer des Bantous. Nous, on ne veut plus ça. Donc, nous devons mettre fin à ça et se fédérer de tous les Bantous d'Afrique qui ont dit non à
au génocide rwandais sur le Congo parce qu'on avait donné les armes à Kagame et l'argent et autres là. Et pour voilà. Donc c'est la fin. Donc nous continuons jusqu'à ce que cet accord-là soit signé et consolidé dans l'espace et le temps. Même le Congo-Brazzaville, qui est le grand voisin, le voisin de la RDC, on va signer cet accord, le Congo n'est pas là. Donc ailleurs, Sassou doit dégager. Parce que ça devient des fiascos. Le grand voisin, quand on parle au monde, le Congo, on pense qu'on nous mélange les deux. Et aussi, les trucs de la RDC et le Congo-Brazzaville n'est pas là. Donc, d'un point de vue politique et géopolitique, le Congo est sous terre. Donc, nous devons dégager cette fonction. Par conséquent, même Félix Tshisekedi, il doit mettre tous les moyens d'accompagner le Congo à se débarrasser de Sassou Nguesso. Parce que là, ça devient problématique. Parce que regardez bien, il est là en train de faire ses petits numéros. On en parlait que c'était le grand homme de paix mondial. On en veut que parce qu'il finançait ça pour aller sur les gens représentants ou points de paix de haut niveau. Mais là, il fallait trouver le plus haut niveau. Donc, Sassou Nguesso, pour qu'il puisse revenir à l'accord de paix, il faut lui trouver un autre titre de très, même 10 000 fois le mot très, pour qu'il puisse être incorporé dans les circuits de paix à l'échelle continentale. Il est grillé, il est vomi, il est isolé. Et c'est bien comme ça. Il va tomber, il doit tomber. Et nous mettons tout pour la chute de ce grand despote qui naît de tous les temps. C'est l'égal de Paul Kagame qui s'assemble, se ressemble. C'est pas pour rien que Sassou était toujours avec Kagame. Et là, c'est la fin. Si on assigne cet accord-là, vous devez aller dans le processus de dégager Sassou Nguesso pour que les deux Congos reviennent en paix, qu'on mette tous les moyens pour le développement d'Afrique centrale. Vous avez tout compris. Likez, partagez et soutenez la résistance. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Merci.